Bonsoir à tous, hein. Je vous remercie d'être présents ce soir. Vous savez que là, on vient de remettre à jour le plan national de lutte, hein, et donc maintenant, il est coordonné par les 2 OVS, OVS animal, OVS végétal, donc les Fredon et GDS France. Et donc, je voulais vous présenter deux, trois slides, mais je vous annonce tout de suite, il y a vous avez peut-être reçu aujourd'hui, ou vous allez le recevoir, hein, le mardi 27 février à 14 heures, de 14 à 16 heures. On va faire la présentation de ce plan de lutte national. Donc, on le décline dans chaque région. Les 13 régions de France, on va à 4 ou 5 personnes comme ça à chaque fois faire un webinaire pour montrer un petit peu la déclinaison nationale, régionale, départementale et locale. Dans le plan, on met une place un peu particulière maintenant pour les frelons, puisque le frelon est classé espèce exotique envahissante. Les frelons ont des rapports privilégiés avec le MTE, le ministère de la Transition écologique. Donc, on dépend moins de la DGAL, du MASA maintenant qu'on appelle, hein, le ministère de l'Agriculture. Ça doit nous permettre comme ça d'être plus efficaces. En ce moment, vous avez vu, enfin, moi, je reçois des messages de partout. Il y a des gens qui piègent, qui préconisent de piéger 2 pièges par chaque habitant français et tout, enfin, des choses un peu aberrantes. On aimerait bien que notre plan puisse rapidement montrer à quoi il sert. Dans les pièges alors, il y a 3 parties dans le plan, hein, principalement. On a réussi à convaincre les Fredons, le muséum et la plupart des scientifiques de faire du piégeage de printemps. Donc, ce piégeage de printemps, il doit vraiment être bien organisé. On a mis 3 pièges NAS, hein, qui ont été sélectionnés parce qu'ils ont prouvé leur sélectivité. Donc, on ne veut plus de pieds de bouteille, de pièges cloches, etc. Je sais qu'il y aura encore un webinaire dans quelques jours où il va encore être question de mettre des pièges cloches. Les pièges cloches, hein, on s'aperçoit que c'est un frelon pris pour 230 espèces non cibles. Il faut quand même faire attention à la biodiversité, même si le frelon est un élément de perturbation de la biodiversité. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, bon, c'est la destruction des nids. La destruction des nids, on évolue parce qu'on s'aperçoit que plus on détruit de nids, plus on a de nids, hein. Ça, c'est une observation que j'ai faite depuis plusieurs années. Et donc maintenant, on s'aperçoit que les dépenses qui sont énormes, hein, les 4 départements bretons, c'est 8 000 nids par département, donc 32 000 nids, à 150 ou 200 euros la destruction. Ça coûte très cher aux communes qui souvent financent, donc elles ne veulent plus financer. Donc on va essayer de s'attacher maintenant à détruire les nids bas, les nids dangereux et les nids qui sont situés près des ruchers. Donc, ces nids-là, il va falloir les trouver. Dans le plan, on va expliquer un petit peu ce qu'il faut faire pour les trouver plus rapidement. Et le troisième pilier, puisque le frelon n'est pas éradicable, donc le troisième pilier, c'est la protection des ruchers. Il faut vivre avec le frelon. Et moi, j'entends quand même beaucoup de gens qui nous disent mais j'ai perdu énormément de ruches, etc. Je crois que ce qu'on va entendre ce soir, ça montre qu'on peut quand même arriver à préserver ces ruches, hein, et c'est un peu difficile parfois pour les professionnels de mettre en place tout ce matériel, mais les gens qui appliquent ça depuis plusieurs années ont d'excellents résultats, donc c'est le message qu'on veut faire passer ce soir. On a la chance dans la région d'avoir un groupe de chercheurs qui, s'il y avait des Jeux olympiques, aurait la médaille d'or pour la recherche et l'application sur le terrain, hein, des méthodes de prévention et de protection des abeilles, hein. On voit trop de gens qui pensent que c'est le prélèvement d'abeilles qui est dangereux. Non, c'est le stress provoqué par les abeilles, hein, qui perturbe nos ruches et qui les fait mourir. On voit maintenant en fin de saison, quand il n'y a plus de guerre, les frelons rentrent en masse dans les ruches et ils font fuir les abeilles. Ils viennent chercher du miel, ils ne viennent plus chercher que des abeilles. Et donc, ce sont des notions qu'il faut bien intégrer. Et donc, je pense que ce soir, on va nous expliquer comment se prémunir de tout cela. Je remercie d'avance la AVO, hein,
qui travaillent sans cesse à améliorer les choses. Et bon, je crois qu'ils vont faire un petit peu d'historique et on voit que vraiment sont des gens qui sont sans cesse à l'affût du moindre progrès. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de petites choses qui sont importantes. Et donc, écoutez-les bien et si vous mettez ça en pratique, je pense qu'on aura de bons résultats. Tu peux passer les deux suivantes, hein, mais Oui, j'en ai parlé comme ça. Hein, tu peux d'accord. mettre la diapo Donc suivante. là, Donc, c'était les trois piliers, hein, destruction de nid, piégeage de printemps. Et donc, le calendrier, juste un petit point sur le piégeage de printemps. Le piégeage de printemps, il ne doit durer que 5 à 8 semaines. Il n'y a pas besoin de le faire durer plus longtemps. Quand il y a du crabeau qui rentre dans les pièges, on arrête et on ne démarre pas trop tôt. On met peu de pièges parce que moins on met de pièges, plus on est efficace. Là aussi, c'est encore quelque chose que beaucoup de gens ont du mal à comprendre. Hein. Si vous avez peu de pièges avec les pièges NAS, vous avez les phéromones d'alarme des frelons qui sont à l'intérieur, qui attirent beaucoup plus les frelons et ça rentre beaucoup plus dans les pièges. Donc, essayez comme ça, un piège pour un rucher de 20 ou 30 ruches, pour moi, est largement suffisant. Simplement, il faut acheter un piège qui est plus cher, qui vous durera 15 ans, hein, et qui sera beaucoup plus efficace. Moi, personnellement, avec un piège japonais, j'ai pris 150 frelons dans mon jardin l'année dernière en 5 semaines. Et dans le rucher, j'en avais pris à peine 50, quoi, avec un autre piège, le piège bivital. Voilà, bah, je vais passer la parole maintenant à Patrick et donc il va pouvoir ouvrir les hostilités. Donc pensez à la réunion la semaine prochaine. Hein, vous avez reçu ou vous recevrez, hein, l'invitation pour un webinaire. À toi, Patrick. merci, merci Étienne. Tu m'as fait penser au Shadok Mhm. pompe et qui n'arrête pas. Tu sais, Claude, tu as connu Claude Pieplu? Ouais, C'est une ouais, époque, ça. Et donc, les frelons, c'est sans fin. Hein. ouais. Donc, oui, merci pour nous avoir invités parce que nous avons initié cette idée pour grouper tout le monde. Et en plus, à cette époque, ça tombe bien puisqu'on est tous en train de réfléchir comment faire. Et puis, comme tu l'as dit, le piégeage est bientôt. Hein. Alors, en fait, de quoi parle-t-on aujourd'hui? On va parler d'une protection des ruchers, une lutte du frelon qui est assez compliquée. Et je tiens à parler au nom du groupe, hein, et que nous ne sommes pas des scientifiques. C'est-à-dire qu'en fait, loin de nous de dire qu'on détient la vérité et qu'on a tout testé de manière probante et mesurée. En fait, on a progressé depuis 5 ans et il faut bien comprendre que nous sommes aussi encore en progrès. On n'a pas terminé. Donc, sachez aussi que notre but est de travailler pour le bien-être de la planète. Hein. On n'a pas d'intérêt financier dans cette affaire. On fait ça de manière bénévole. Donc, à la fin, vous verrez, on aura une discussion et nous apprendrons certainement de vous. Donc, vous serez les bienvenus. Nous allons avoir une durée de 2 heures. Donc, Étienne a commencé. Donc, ça terminera vers 21 heures, peut-être avant. Et nous, on a prévu une intervention qui dure moins d'1 heure parce qu'on a bien synthétisé. Et surtout, on vous laissera la parole à ce moment-là, à 30 minutes au moins à la fin. On a l'objectif de vous partager nos outils simples. Et si vous avez des doutes, sachez que c'est la force du collectif qui nous a animés et qui vous sauvera. On ne fait rien tout seul. Encore une fois, on va peut-être plus vite tout seul, mais on va plus loin ensemble. Et cet exemple que nous avons, nous sommes là pour vous le suggérer, pour vous dire que c'est possible à votre niveau, surtout en groupe, vous verrez, c'est tellement plus efficace. Dans les moyens que l'on utilise, je vous demande de couper vos micros parce que c'est assez désagréable. Il suffit qu'il y en ait un qui écoute une radio. Et donc, sachez aussi que c'est enregistré. Donc, pour tous vos amis et pour vous-même, vous aurez le loisir avec le lien qu'on va vous envoyer, de faire une approche rétroactive plus tard, décalée. Vous aurez également le document qu'on présente de manière compressée dans vos emails au travers des biais des invitations. C'est-à-dire, moi, j'avais un fichier qui était lié à des personnes qui étaient à la conférence de Jean Yondet chez nous, il y a quelques semaines. Le GDCIF a ses propres adhérents. Et puis, nous avons eu des amis qui ont écrit, qui nous contactent sur le site AVO. Et donc, on leur a dit, écoutez, on fait une session groupée. Et donc, voilà, c'est différents biais qui font qu'on ne peut pas toucher toute la France, mais qu'on répond volontiers à toute demande.
Bon, je pense qu'on peut y aller, si vous êtes d'accord. On partage, c'est parti. Je partage le document, donc je ne vois plus rien. Il faut aussi considérer que votre discussion dans le flow sera enregistrée enfin triée par Étienne, à qui je demanderai en fin de session un regroupement par type de question. Hein. Voilà, j'y vais. C'est parti. Je pense que c'est parti. Là, vous le voyez. Tout va bien. C'est parti. Donc, ça s'intitule La protection efficace des ruchers contre les frelons asiatiques avec du matériel simple. On peut pas dire mieux. Nous n'avons pas la prétention de tout faire. On est sur une zone très particulière dans le rucher contre le frelon asiatique. Et l'association s'appelle l'Association des Amis des Abeilles du Val d'Oise, AAVO. Vous avez le sigle en bas. Donc, en préambule, on peut dire que c'est une démarche collective, j'en ai parlé, au sein d'une association d'apiculteurs de loisirs. Nous ne sommes pas des professionnels et nous n'avons pas de professionnels parmi nous. Nous sommes pionniers, c'est vrai. Nous en sommes aperçus au fil des années en matière de proposition d'outils combinés. En fait, il y a plusieurs personnes qui proposent des situations séparées, indépendantes, mais l'astuce qu'on a, c'est qu'on pense qu'on peut mettre en synergie les actions. On a 20 ans de présence sur notre territoire. Il faut reconnaître que la recherche existe. Encore une fois, on n'est pas là pour la critiquer. Mais si on se fie qu'à ce qu'il trouve, eh bien, il ne trouve pas grand-chose, en tout cas de tangible, d'après nous, et sur nos ruchers. Nous sommes conscients que vous êtes dans l'assistance, vous aussi, une part active d'observation. Et vous avez, vous aussi, certainement de très, très bonnes appréciations que nous aimerions partager. Donc, nous avons vu également que certains d'entre vous testent des solutions innovantes, donc nous n'avons pas le monopole de l'innovation, encore une fois. Nous, on peut constater qu'en France, aucun organisme public ou même privé centralise les conclusions opérationnelles. On a de temps en temps des articles qui passent dans les revues, mais ce n'est pas ce que vous allez entendre avec une situation la plus détaillée possible. Et j'ai appris par des amis qu'il y a par exemple des mémoires de fin d'études d'étudiants en chimie qui étudient la biologie du frelon, qui étudient les molécules attractives. Donc en fait, la science existe, mais ça n'est pas encore complètement synthétisé pour une action opérationnelle et appliquée. Donc sur le plan invasif, comme tu l'as très bien dit, Étienne, c'est utopique de penser qu'on s'en débarrassera. On est plutôt comme des Shadocks, hein, on va pomper. Inversement, on ne connaît pas sa limite d'expansion, c'est-à-dire qu'on peut imaginer le pire. On n'a aucune idée de ce que ça peut être, ni dans la durée, ni dans le calendrier, ni dans la quantité. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est que la biodiversité était ravagée. C'est-à-dire qu'avant d'attaquer les ruchers, qui est pour le frelon la meilleure auberge qui existe, en fait, il s'est servi largement sur le reste des insectes sauvages. Et là, il y a très peu de mesures qui sont faites. Mais ce qu'on constate, c'est que ça baisse. Donc, en fait, c'est un enjeu qui, comme on le disait avec Jean-François encore tout à l'heure, c'est un enjeu pour la planète. Ce n'est pas que pour les ruchers. Voilà, des idées reçues qui sont à combattre. Donc, je rentre dans le vif du sujet tout de suite. On a une muselière, j'entends ça, on a entendu ça, une muselière anti-frelon, c'est inutile. Donc voilà, on pense, voilà, je vous raconte ce qu'on entend. La porte verte anti-frelon toute seule sera suffisante. Les harpes électriques ne marchent pas, c'est trop cher et compliqué. Vive les pièges, uniquement les pièges. On voit beaucoup de solutions, surtout sur Internet, qui ne racontent que ça. À l'instar des abeilles en Asie, les nôtres vont apprendre un jour à se débrouiller contre le frelon. La géolocalisation des nids est facile et nous allons rapidement les détruire avec des progrès de la science. Voilà, à partir de là, nous, on s'est remis en question et nous avons un programme que on vous déroule ici. Donc, un rappel rapide de la VO, ce que c'est, nos principales avancées.
Donc en piège, en muselière, en harpe électrique et autres qui sont intéressantes et vraiment complémentaires. Grillage de périmètre et espace de distanciation sous la ruche. Et pour chacun des 5 points, on fera une diapo d'introduction qui vous donnera tout de suite nos actions et les conclusions. Comme ça, ensuite, au fur et à mesure que vous découvrirez les photos, vous comprendrez un peu mieux nos conclusions. Voilà. Tout ce qui est en annexe, vous le verrez, c'est en accès libre. On vous donne tous nos accès libres sur Internet pour vos créations à votre niveau. Et bien sûr, le partage et vos expériences seront les bienvenus. Pour commencer, donc, nous sommes 4 mousquetaires. On peut dire qu'on a un groupe qui est plus large, mais nous avons été très soudés, là, nous 4. De gauche à droite, Bruno, qui est dans le sud-ouest en ce moment, moi-même, Raymond et Jean-François. Donc, Jean-François, je te laisse parler de l'association. Ou je continue? Je continue. Vas-y, continue. Voilà, Association des Amis des Abeilles du Val d'Oise, AAVO, donc, qui a été fondée il y a plus de 40 ans. On a 230 adhérents, un rucher école, de nombreuses manifestations animées, c'est-à-dire des ventes et des ventes de miel, bien sûr. Une réunion mensuelle très suivie. Notre revue de presse Butinage, un travail permanent en commission, et en particulier les achats groupés, la formation, le site, les réseaux, le concours des miels, les sorties, les conférences, et notre commission du matériel de lutte anti-frelons depuis 2017. Là, nous sommes une quinzaine et nous assurons des réunions. On a été un petit peu moins actifs cette année, mais les autres années, c'était régulier. On se voyait, on se parlait tous les mois ou tous les 2 mois. Et chacun participait à sa mesure. Certains étaient bricoleurs, d'autres pas, d'autres étaient uniquement à la cueillette. Mais ça fait un groupe qui était prêt à tester. Et c'est ça qui a fait notre force, c'est qu'on a avancé pas à pas, non seulement en se payant des prototypes. Et là, vous allez voir le génie du groupe, en particulier de Raymond, hein, qui est un homme à tout faire et qui connaît tout dans la bricole. Et donc, ça nous a beaucoup aidé pour faire des conclusions avancées, progressives et mesurées. Voilà, je te laisse parler, Jean-François. Ça y est, j'ai repris. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais commencer par vous parler des muselières. Je ne sais pas si vous voulez voir ma tête. Voilà. Je vais commencer par vous parler de la progression sur les muselières. Et donc, dès le début, on a commencé à travailler en 2017. Hein. Mais dès le début, en 2019, on était, comme beaucoup de gens, persuadés qu'il fallait des grillages pour empêcher le frelon de rentrer dans la ruche. Et donc, on en est revenu depuis parce que ce n'est pas du tout ça le problème. Le problème, comme le disait Étienne tout à l'heure, c'est de limiter le stress. En 2020, donc en 2019, c'était avec un ESAT qu'on a fait des prototypes et des muselières que l'ESAT a continué à vendre à grande échelle. Ensuite, en 2020, on s'est intéressé à des modèles un petit peu modifiés avec des lattes. En 2021, on a regardé comment transformer le modèle Norma en ce qu'on appelle maintenant les muselières à tubes. Et en 2022, on a amélioré avec pas mal de modifications pour empêcher le frelon de rentrer dans les muselières en fin de saison. Et en 2023, on a aussi, et c'est Patrick qui l'a beaucoup développé, testé le nouveau modèle Norma avec le tube coudé en dessous. Et c'est quelque chose qu'il vous expliquera tout à l'heure. Je vous donne tout de suite la conclusion de toute notre progression, c'est que la muselière a 2 tubes avec une grille de protection dès le mois de septembre, dès le mois de septembre, c'est la meilleure solution pour les ruches standards. Pour les ruches un peu plus grosses, on mettra 3 tubes, je vous montrerai ça. Donc, commençons tout de suite par la première muselière à grillage. Donc, vous l'avez tous vu, elle avait été produite aussi dans le sud de la France, aussi par un ESAT du côté de Pau.
Donc là, on avait repris en améliorant la possibilité aux abeilles, parce qu'on les voyait qui étaient un petit peu en difficulté pour passer à travers des mailles de 5,5. Hein. Donc on avait fait des prototypes et on a eu une production avec les aides de Jouy-de-Moutier dans notre département du Val d'Oise. Donc grosso modo, il y a eu 400 muselières de ce type-là qui ont été fabriquées. Et quand on a validé les protos, on a fait faire donc la production par les ZAT avec une participation de plein d'autres associations apicoles de proximité hein, dans le Val d'Oise et dans les Yvelines. On a évolué ensuite. Bruno ? Donc, on passe la main à Bruno pour cette innovation-là de 2018. Donc, oui, c'est la muselière vénitienne. On a récupéré en fait des lattes, soit des lattes de bois, soit des lattes de volet. Et donc, ce qui sort de cette muselière, c'est vrai, une diminution importante du stress des abeilles, c'est le but. Une activité donc du butinage tout le temps. Et donc, les abeilles rentrent sur et atterrissent très vite sur les différentes lattes, qui sont vraiment sans regarder, sans vraiment, elles rentrent très rapidement. Ça coupe par moment. Oui, ça coupe là. Bon, je prends là qu'il y a une latte supérieure qui est à 45 degrés vers le ciel. Ça c'est une énorme amélioration qu'il a trouvée, Bruno. Oui, vas-y, on ne t'entend plus, ça a coupé, Bruno. Ouais, je suis en 4G, je suis en Villeneuve-sur-Lot et je ne suis pas en fibre. On peut dire que Villeneuve-sur-Lot, c'est là que tu as accueilli le frelon en 2004, il me semble. Oui, c'était pas toi, hein, c'était là. Voilà, c'est un village symbolique, hein, quand même. Ouais, tout à fait. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il en ressort, c'est mettez une muselière de n'importe quel type, mais mettez-en une et vous éviterez peut-être de nourrir vos abeilles parce qu'elles iront travailler à votre place. Donc, voilà, je n'ai plus rien à dire. On a fait différents types de muselières, soit avec des lattes de bois, soit avec des différents matériaux. Et donc, on les voit au fur et à mesure ce que l'on voit. Donc, on peut mettre celle-ci, on peut aussi mettre des lattes de couleur qui vont aider les abeilles à avoir moins de problèmes pour se retrouver. Voilà, c'est tout ce que je voulais c'est bon, vous dire. Ok, d'accord. Moi, je peux rajouter qu'en fin de saison, il est prudent de mettre une grille contre la ruche, une grille Nico verte. Oui, à partir de septembre. C'est ça, à partir certains frelons peut s'en hardir, mais il devient complètement perdu dès l'instant qu'il rentre dans la sphère occulte. Il est complètement perdu, donc il ne rentre pas dans la ruche, c'est sûr. Au contraire, il se fait zinguer. Mais par sécurité, nous, on n'aime pas et on préfère mettre une porte. Merci Bruno. Je t'en prie. Je parle à… Donc, je peux reprendre sur les muselières à tubes. Donc là, la photo vous montre l'exemplaire de muselière que l'on a produit en grande série. Et donc là, Raymond va vous montrer les différents éléments de ce type de production tout à l'heure. L'idée de fond est la suivante. Si l'abeille sort à grande vitesse, le frelon qui l'attend n'arrive pas à la prendre. Donc, un ou plusieurs, vous avez à droite là une photo avec une muselière à 3 tubes pour une ruche assez importante. Mais donc, le coude de sortie, on va l'appeler comme ça, est en matériau clair. Hein, vous savez, c'est les coudes de descente d'eau pluviale. Et l'abeille qui sort sur la planche de vol voit tout de suite le ciel et sort à très grande vitesse. Le frelon n'arrive pas à la choper à la sortie. Et donc, le tube de rentrée est un tube qui, lui, est à 90 degrés, que l'on peint en noir ou que l'on prend en gris foncé.
Et donc, comme l'abeille sait qu'à l'intérieur de la ruche, il fait noir, elle rentre là-dedans sans réfléchir. Et même si le frelon est là à l'attendre, avec un tube de 80 mm de diamètre, elle passe sans problème et donc il n'y a pas non plus de prédation. Donc, s'il n'y a pas de prédation et si l'abeille est en sécurité en sortie et en entrée, eh ben, il n'y a pas de souci par rapport au stress et l'abeille va pouvoir la colonie va pouvoir fonctionner sans problème. Je vous ai mis les plans tels que vous pourrez les trouver sur notre site où on a donc la publication de tous les éléments. On vous dira ça en fin d'exposé. Donc, ce qu'il faut savoir, et donc là, la diapo suivante vous montre le type de grille que l'on a faite pour mettre dans les tubes de 80 mm, avec un passage en gros de 6 à 7 mm. Donc, les abeilles sortent et rentrent à travers sans aucune difficulté. Au début, on se demandait si ça allait les gêner plus que les portes vertes. Alors, il y a une différence de fonctionnement qu'il faut que je vous explique entre mettre des grilles sur les tubes ou mettre une porte verte à l'intérieur de la muselière comme on avait fait il y a les précédentes années. Les abeilles et la colonie considèrent qu'à partir du moment où il y a un obstacle, la grille verte par exemple, ou la grille sur les tubes, elle n'est plus chez elle. Autrement dit, le nettoyage de la ruche se fait à l'intérieur de la ruche s'il y a une grille verte de chez Nico. Et si on met des grilles dans les tubes, le nettoyage est complet dans les muselières. Autrement dit, tous les déchets de la ruche vont être extraits. Et j'ai vu des abeilles sortir des morceaux d'ailes, des abeilles vertes et autres, des abeilles mortes, à travers les grilles que l'on met dans les tubes. Donc, c'est à mon avis un intérêt qui va au-delà de la psychologie de l'abeille, d'avoir un milieu avec une hygiène correcte dans les muselières parce qu'on les laisse quand même plusieurs mois. Voilà. Okay. Alors, j'ai eu la chance d'avoir pu me déplacer chaque année dans des salons apicoles, et en particulier à Quimper. Et j'ai rencontré Norbert Mathieu, que vous voyez là, qui a quand même 93 ans, il ne les fait pas. C'est un inventeur génial. Donc, c'est lui qui a analysé le phénomène de la ruche cheminée à l'origine et qui en a découlé que la muselière devait avoir des tubes. Donc, c'est quand même honneur à lui, hein. Et dans son progrès, il a envisagé d'inverser le tube par le bas. Pourquoi pas? Et en fait, la muselière se cale contre la ruche exactement à la place de la porte. Et les abeilles sortent par le bas et ils sont testés, genre modèle. Donc, j'ai pu l'an dernier le tester. Je peux dire que c'est efficace. Mais je me suis fait peur parce que j'ai vu la barbe comme là, parfois. Et donc, je n'ai pas compris pourquoi, alors que c'était un fond aéré. Donc, elles ont des comportements, on l'a considéré à risque quand même. Donc, elle est efficace. En revanche, elle est assez chère. Et nous préconisons finalement, donc, vous voyez là, vous la voyez en situation, elle est devant les ruches, hein. Et finalement, nous préconisons le système à 2 tubes que nous avions fait avec la grille à l'intérieur, donc dont les plans vous sont remis. Voilà pour l'aspect muselière. On peut dire que c'est un must, c'est un indispensable, c'est un minimum vital et que l'on conseille à tous. Alors, c'est compliqué à fabriquer, il faut s'y prendre à l'avance, mais une fois que vous l'avez avez, ça dure, hein. Voilà. Je passe donc au deuxième volet. Et là, on parle, vas-y, Jean-François, ou c'est moi? C'est moi. Invention, donc, Api Protection en 2012, avec Didier et Jean-Baptiste Robert, il faut leur reconnaître ce mérite. Ensuite, nous, on a fait un modèle AVO qu'on va voir en tige métal. On l'a fait avec des montants en bois pour le rendre plus abordable et plus facile. Moi-même, j'ai testé la protection donc en 2022 sur un rucher. Et puis en 2023, j'ai testé le modèle 100V sur combien j'en avais? 12 au total. Voilà. Et pour résumer, on a décidé, avec l'impulsion de nous quatre, là, de faire une action sur une mise en pratique très simple d'un boîtier électronique de tension 2500 volts qu'on va vous exposer avec panneau solaire autonome,
On soutient ça avec une batterie de 12 volts, avec ou sans panneau solaire, donc on va la recharger ou pas. Et on prévoit que, étant donné que c'est abordable en prix, on peut faire des petits clusters, parce qu'en fait, quand une harpe se met en vrille, et quand tu as un fil qui touche, c'est l'ensemble du rucher qui est déconnecté et c'est pas bon. Donc ce système-là économique de faire des boîtiers permet de diviser le risque de déconnexion. On a développé également une harpe repliable, et ça c'est Jean-François qui en parlera tout à l'heure, et économique sur tréteau-bois. Et on a fait un lancement d'atelier collectif de montage pour les adhérents en tréteau-bois. Donc voilà, j'en parlais de père et fils qui créent la harpe électrique. Elle est assez chère, il faut reconnaître. Raymond, c'est à toi, parce que c'est toi qui as été à l'instigation de ce système. Oh. Bonjour à tous, je m'appelle Raymond. Je suis un ancien artisan dans l'agencement et je possédais donc un atelier de menuiserie. Donc, ce qui m'a permis, au sein de l'association, d'élaborer plusieurs prototypes. Partant de l'idée de Bruno, avec quelques morceaux de tige filetée et un peu de soudure, j'ai conçu une harpe avec des tiges ronds. Enfin, ce matériel a été un tout petit peu trop cher et surtout compliqué à fabriquer. Donc, on m'a demandé de trouver une autre solution et on est arrivé avec... alors, on en avait fabriqué une trentaine de ce modèle-là. Ouais, des harpes en bois. Ouais. Ensuite, on est venu à fabriquer, enfin, on m'a demandé quelque chose de moins cher et on est venu à fabriquer avec des panneaux en bois. Donc, ça nécessitait deux petits panneaux qui étaient coupés avec une scie à panneaux. C'est ça, là. Voilà, on y arrive. C'est ça. C'est ça dans l'autre sens. Je reviens en arrière. Je n'ai pas mis des diapos dans le bon sens. C'est ça. Ton système original, c'est ça. Hein? C'est ça. Alors, deux panneaux en bois et trois tiges filetées là-dessus, protégés par de la gaine isolante, et on entourait le fil avec un dispositif qu'on avait fabriqué aussi. Vous le verrez un petit peu plus tard. Voilà. Ce matériel-là, on en a fait une trentaine ou 35. Et ben voilà, tu en as fait 35. Je reviens à la diapo. Voilà. Et tu avais fait aussi 195. Il s'est avéré que c'était encore un petit peu cher. D'où est venue l'idée du tréteau que Jean-François va exposer tout à l'heure. Là, vous avez un aperçu de l'atelier sur votre gauche, qui a panneau, le tas de bois débité. Et sur la droite, vous avez Bruno qui enroule les fils avec le dispositif qui a été inventé aussi à l'atelier. Merci Raymond. En tout cas, tu as contribué. On a fait 195 muselières. C'était gigantesque, c'était titanesque. Donc, on a touché 42 apiculteurs dans notre association qui ont pu être équipés complètement. C'était open bar, tous ceux qui... Il n'y avait pas de limite. Et ça nous a été très, très lourd à gérer, mais nous l'avons fait. Jean-François? Oui, donc je vais reprendre un petit peu la suite des améliorations. Donc, sur ces harpes triangulaires là, avec le fil qui passe dans la gaine électrique qui recouvre une tige filetée de 12, donc qui est résistante à la traction. On s'est aperçu en fin de saison, notamment quand il y a pas mal de pluie, de temps humide, de pluie ou le brouillard du début octobre, que les distances dans l'air étaient insuffisantes pour la haute tension et que ça mettait un petit peu notre générateur haute tension en difficulté. On avait certaines ruches dont le générateur ne fonctionnait plus. Donc, Patrick a appliqué la tropicalisation montmorencéenne, on dit, en utilisant de la cire fondue. Et on enduit le dessous donc les deux tiges filetées qui sont en bas de ces harpes inférieures là, de cire, et ça suffit amplement pour éviter que
que l'humidité vienne faire des courjus entre les fils. Je vous rappelle qu'entre les fils, il y a une vingtaine de millimètres. Hein. Nous, on règle entre 21 et 23 millimètres l'écartement des fils et qu'il y a 2500 volts quand même entre les deux. Donc, les fuites de haute tension, c'est facile à faire. Voilà. Alors, sur un autre plan, on est allé voir des gens qui créaient qui étaient vraiment innovants. C'était l'espagnol Sanvé, qui, j'avoue, a trouvé plusieurs innovations. Donc là, vous voyez un frelon. La dernière en date, c'est les boules noires qui sont des leurres sur le fil. Et c'est impressionnant comment ça marche bien. Et donc, voilà, moi, j'ai équipé perpendiculairement aux ruches devant le grillage on en parlera tout à l'heure, un grillage de guidage, hein, un guidage j'appelle ça le mur de la mort, moi. Et donc, les harpes sont là tous les 3 ou 4 ruches à attendre les frelons qui passent de l'une à l'autre. Et dans un autre concept, ils ont sorti des harpes sèches devant les ruches. Donc, le principe, c'est qu'il n'y a pas de bac d'eau au fond. Donc, les abeilles qui tournent devant les ruches ne se noient pas. En revanche, il y a, allez, je veux dire, en grosso modo, donc elles sont noyées dans des bouteilles qui sont aux extrémités d'une goulotte qui est en bas, qui est une goulotte anti-retour, hein, dans le frelon tombe dedans. Donc, on peut dire, allez, il y a un tiers des frelons qui passent dans les bouteilles. Il y a un tiers des frelons qui s'en sortent, qui repartent. On ne sait pas comment, mais à mon avis, ils jouent ce qu'on appelle les éclaireurs. Et ils préviennent les copains que le secteur n'est pas bon du tout. Donc, je dis que c'est quand même. Ils sont là et on les directement. Donc, le principe, c'est que le contrôleur de puissance sur la batterie me permet, moi, de voir, en arrivant sur le rucher, si ma batterie est fatiguée ou pas. C'est une mesure très simple. Hein. Et vous avez derrière un panneau solaire qui fonctionne pour recharger la batterie. Mais en fin de saison, là, parce que la saison est allée très tard, hein, je les ai laissés jusqu'au 15 décembre, j'en avais beaucoup. Hein. Faut dire que les jours sont courts, l'ensoleillement est restreint. Donc, j'étais obligé de recharger la batterie toutes les semaines, malgré le panneau. On voit plus trop ta présentation là. Moi, je la vois plus. Ah bon? Alors, ah oui, alors j'arrête le partage et je vais la recommencer à ce moment-là. Ah. Moi, Là, je la tu le vois. voyais, là, je ne sais pas si. Ouais, tu le vois. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui la voyaient. Oui, moi je la voyais aussi, et là c'est bon, maintenant. Là, aussi. Vas-y, à toi, Jean-François. Je préfère te laisser parce que je n'ai pas ta présentation. Ah zut, alors. Ah, oui. Alors, donc, l'action 2023-2024, donc on a, c'est Jean-François surtout, et puis François Rimlinger qui ont pensé, et puis d'autres, je ne voudrais pas en oublier parce qu'on est tellement nombreux à être positifs là, dans cette affaire. En fait, ils ont pensé encore à améliorer de manière efficace, plus simple pour replier pour l'hiver la harpe, parce que quand il faut la stocker, c'est quand même pas simple, surtout si on en veut une toutes les 3 ou 4 ruches. Et puis, ils ont voulu la faire plus économique à partir donc d'un tréteau bois qui est renforcé et qu'on pose sur une auge, on va le voir, et on a développé un boîtier électronique avec d'autres, hein, d'amis, pour générer 2500 volts qui vont sur les ruches en parallèle. Pas en série, parce que s'il y a mais en parallèle. Et donc, on a directement alimenté à partir d'une batterie 12 volts. C'est l'idéal. C'est l'idéal parce que c'est coûteux. Ça y est? Non, mais je peux quand même commenter cette partie-là d'électronique. Donc, le générateur est fait avec, on vous montre à la fois la nomenclature et puis les différentes phases de production. C'est très facile à faire parce qu'il n'y a même pas de soudure puisqu'on a tout en bornier à vis. Et les éléments coûtent pas cher, donc ça permet de réaliser un générateur haute tension pas cher. Donc, contrairement à ce qui vient d'être dit,
on met un générateur haute tension par harpe parce que Sandvé met un générateur à haute tension pour plusieurs harpes et il suffit qu'il y ait une harpe qui soit en panne et le générateur ne fonctionne plus sur aucune. Tandis que là, même si on alimente en 12 volts ou par chacune des harpes avec son propre panneau solaire, donc, on peut alimenter avec une batterie 4 ou 5 harpes en 12 volts, mais on peut aussi avoir sur chaque harpe un ou deux panneaux solaires. La photo que vous voyez avec un toit, j'ai mis les deux panneaux solaires tels qu'on les faisait auparavant, donc décalés de 120 degrés pour qu'il y en ait un qui soit un peu plus vers le matin et un autre plus vers le soir. Et donc, ça fonctionne très bien. Vous voyez la diapo là? Oui, Raymond, très bien. tu vois ta diapo, tu peux commenter? Moi, je vois rien. Bon, là, c'est donc pour vous dire que Raymond a travaillé, on mettait en commun en fait nos recherches. Et là, c'est Jean-François qui le fait avec un générateur polyvalent. C'est la slide où tu parles du panneau solaire 10 watts, 5 volts ou par batterie 12 volts. Module haute tension très résistant et limite de tension réglable pour 4 volts. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ce générateur-là, dans la mesure où il y a un module de limiteur de tension en entrée, on peut l'alimenter directement en 12 volts ou on peut l'alimenter avec un panneau solaire 5 volts, chose que l'on fait pour avoir des harpes autonomes. On n'est pas toujours… puis bon, les fils dans le rucher, c'est pas génial non plus. Donc, la harpe autonome fonctionne très bien. Et comme on le disait tout à l'heure, vers le mois de fin septembre, octobre, il n'y a plus tellement de soleil et le matin et le soir, c'est mieux quand même de mettre une batterie pour tout le monde. Voilà. Ok, là, c'est les tréteaux que tu as fait avec… Donc là, je peux commenter de mémoire les tréteaux. Donc là, vous avez donc deux photos qui vous présentent le principe des tréteaux. On est venu à quelque chose de simple. On a essayé de compliquer le montage des fils avec des pièces imprimées en 3D et dont vous avez la possibilité de télécharger les fichiers sur notre site. Mais on est revenu facilement à ce qu'on appelle les punaises de tableau liège. Ce sont donc ce qu'on utilisait, parce que maintenant on n'utilise plus tellement ça, pour afficher les petits mots sur les panneaux d'affichage. Donc en gros, c'est un clou avec un isolant en polystyrène, donc en styrénique au-dessus, qui a l'intérêt d'être très isolant pour la haute tension. Et donc, on fait deux rangées écartées de 2 fois 22 mm, donc de 44 ou 45 mm, décalées. Et pour mettre les fils, on fait des U imbriqués, un vers le haut, un vers le bas. Et donc, on relie tout ça au bout au générateur. Et ce qui permet, comme il n'y a pas le retour en dessous, comme nos précédentes conceptions en triangle, ce qui permet de replier et donc de ranger au garage sans trop tenir de place la harpe pour l'hiver. Donc, ça évite de laisser tout ça dans le rucher ou dans le jardin, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et donc, le coût, grosso modo, le bac à plâtre en dessous, ça coûte 5 €. Le tréteau, ça coûte 5 €. L'ensemble des autres, le vernis, les petites pointes et tout ça, ça fait 5 €. Donc, grosso modo, on a une harpe, au moins pour la partie mécanique, qui est économique, repliable et facile à faire pour les non-bricoleurs. Et là est partie l'idée de faire des ateliers du samedi matin qui permettent un bricolage convivial avec une inscription à l'avance. Il faut commander les pièces sur des sites pour l'électronique. Il faut s'y prendre pas mal de temps à l'avance parce que bon, c'est des petits modules chinois, bien sûr. Hein. Et donc, il faut compter un mois d'approvisionnement. Donc, on a déjà organisé, mais pas à la VO, c'est François Rimleger qui s'est occupé de ça, un atelier qu'on appelle du samedi matin parce que c'est là où les gens sont le plus disponibles. Ce qui limite le nombre, ça peut être 8-10 personnes. Ce qui limite le nombre, c'est plutôt la taille de la salle.
Je sais que le GDS A34 dans l'Hérault, on fait des grandes salles, donc des grands ateliers de montage des harpes à tréteaux de ce type-là, améliorés, enfin avec quelques différences. Et nous avons encore prévu pour nos adhérents au moins 2, si on peut en faire plus, samedi matin pour monter des harpes, parce que maintenant tout le monde est convaincu que c'est la bonne solution. La particularité de cette harpe à tréteaux, c'est qu'elle n'est pas très haute. Donc il faut, quand on a des ruches qui sont sur des parpaings, il faut aussi monter la harpe sur parpaing de façon à ce que les fils soient bien dans la trajectoire des divagations des pauvres frelons qui se lassent de ne pas pouvoir attraper d'abeilles. Merci, Jean-François. On peut dire que les harpes sont quand même une vraie mesure de protection, puisqu'on mesure nous-mêmes, on peut calculer les nombres de frelons capturés. Tu en es à combien, Bruno? Tu t'en souviens des quantités que tu récoltes? Ça dépend du nombre de frelons que tu peux avoir, mais bon, c'est facile d'avoir une centaine de frelons par harpe et par jour. C'est incroyable. Ok, merci. Pour ma part, sur mes 7 harpes dans les 2 ruchers, je faisais effectivement 700 frelons par jour. Donc, on prend une grille à rennes en plastique de chez Nico tous les 2 jours, et puis on plonge dans le bac, et puis on sort un demi-seau de frelons pour pas en laisser trop longtemps, parce que si ça commence à fermenter et à sentir, peut-être que les frelons vont être incommodés et vont passer dans la harpe. Et cette conclusion m'amène à passer au sujet suivant, puisqu'il s'agit des pièges, et que les pièges n'ont pas eu tel rendement, on peut le dire. Donc, je vais revenir en arrière sur l'histoire. Moi, j'ai rencontré moi-même Raoul Gaufre, qui était au sud de Toulouse, qui était ancien président du NAF et qui avait inventé le piège à cône. Ensuite, on a nous-mêmes mis, avec Jean-Claude Pichon, au point un modèle de bouteille verticale pour éviter les captures d'insectes non sélectionnés, non sélectifs, hein, si je puis dire. Raymond a amélioré le système avec un piège NAS, vous allez le voir. On est passé sur un modèle de bouteille horizontale, carrée. Et puis, finalement, tous ces pièges, quand même, ils ne sont pas très sélectifs. Et on est allé sur des tests de modèles japonais et sur le test du bivital. Les conclusions de l'AVO, c'est que les fondatrices, on en a parlé un peu, et tu auras un webinaire spécifique la semaine prochaine, donc je ne veux pas aller trop loin. On peut dire que c'est à température supérieure à 15 degrés qu'on commence à les piéger. Et on peut dire aussi, sans dévoiler trop de choses, que les derniers pièges japonais et bivital sont remarquables. En été, un impact moindre. Nous sommes, nous, très, très réservés sur l'intérêt du piégeage, sur le rucher, si on a mis des muselières et des harpes. On peut dire que c'est marginal. Et en revanche, dans les meilleurs, c'est le bivital qui marche le mieux. Voilà pour les conclusions. Là, une photo de Raoul Gaufre, pour ceux, il y a peu de gens qui l'ont connu, mais c'est un type qui était génial. C'est rien de le dire. Voilà. Notre Jean-Claude Pichon, qui a été l'inventeur de nos systèmes de lutte, c'est lui qui a été un peu à l'origine avec nous de cette commission. Un type génial qui malheureusement est décédé en 2020, au tout début du Covid. Et là, il est en expo, passionné de tout, et surtout de la lutte contre le frelon. Raymond, ton piège? Allô Raymond, il y a le micro. Il faut ouvrir ton micro. Voilà. Oui, c'est bien. Donc là, c'est le premier piège à frelon qu'on a créé avec une grille conique qui a été fait avec du grillage 2 mm avec un embout de 8,5. Ça a été fait vraiment artisanalement puisqu'il fallait pouvoir souder l'embout avec de l'étain. Enfin, c'était un système très long, mais l'ensemble est très efficace du fait qu'il est grand. Vous le voyez là en photo. La chose à faire pour que ça marche vraiment, et même toutes sortes de pièges, c'est d'amorcer avec un frelon vivant à l'intérieur. Il est constitué d'un tiroir en dessous
qui sépare l'appât des frelons, enfin en quelque sorte. Les abeilles peuvent entrer et sortir, mais n'ont pas contact avec l'appât. C'est ça. Voilà. OK. Je vais pas Et trop... puis, oui, mais ça nous a appris en fait à aussi acquérir, grâce à toi, une connaissance des appâts. Parce qu'en fait, un piège n'est rien sans son appât. Et tout à l'heure, pendant les questions, je pense que ça va apparaître au travers de différents appâts qu'on a testés. OK. Et alors, on a mis au point aussi une bouteille toute simple avec une croix de Saint-André, une bouteille à plat, mais malheureusement, elle ne s'est pas révélée très sélective, surtout au printemps. Donc, on ne l'a pas utilisée au printemps, elle était plutôt en été. Et en particulier, on a constaté des petits frelons qui volent assez bas. Donc, on les mettait au pied des ruches. Et en revanche, les femelles frelons étaient plus hautes. Et là, on les pressentait attirées par les harpes électriques. C'est drôle. Elles étaient plus attirées par ces harpes, étant à l'étage intermédiaire. Donc, ce piège est bien. Il mérite d'être simple. On met un appât simple, mais je veux dire, ce n'est pas le but par rapport à ce qu'on veut en termes de sélectivité. Jean-François, le petit Piaf? Jean-François, tu n'as pas ton micro? Tu peux raconter l'histoire? Est-ce qu'avec le micro, ça marche mieux? Oui, c'est mieux là. Voilà. D'accord. Donc, l'histoire, c'était que dès le début du plan national de piégeage de printemps, on a cherché à multiplier les petits pièges sur le département, les pièges sur le département. Et on s'est vite rendu compte qu'à 30 € le piège, on n'allait pas en mettre beaucoup dans le département. Donc, avec Raymond et toute son inventivité, nous avons réussi à faire un piège plus petit, avec une grille imprimée en 3D de chaque côté. Donc, on avait, avec l'expérience du gros piège de Raymond, validé que pour qu'un piège fonctionne, un piège à NAS fonctionne, il faut qu'il soit transparent et bien éclairé et qu'il y ait une entrée à chaque bout. Donc ça, c'était clair. Et puis pour simplifier, on a mis une grille en dessous et la grille, on plaque une boîte en plastique avec du fil de fer ou un dispositif qui permet de l'enlever pour pouvoir le remplir et changer l'appât. Donc là, on a fait 150 kits qu'on a utilisés donc déjà depuis 2 ans et on va recommencer cette année à peu près dans une bonne trentaine de lieux de piégeage. Et le tout piloté par les référents frelons, puisqu'on a une trentaine de référents frelons avec nos autres associations dans le département pour couvrir l'ensemble des collectivités. En termes d'efficacité d'appât, on a doublé le nombre de fondatrices piégées en 2023 en utilisant le fameux appât du sirop fermenté à la levure de boulanger. C'est très simple à faire et ça marche très bien. Et le sirop attire longtemps. Il n'y a pas besoin de le renouveler plus d'une fois par semaine. Donc, c'est efficace. La sélectivité de ce genre de piège est quand même bonne pour tous les gros insectes. On n'a pas remarqué de gros insectes dans les pièges, peut-être 1 ou 2 frelons pour 20 ou 30 pièges, de frelons crabreaux pour 20 ou 30 pièges. Mais il y a quand même pas mal de diptères, des petites mouches qui sont très attirées parce que, vu la surface des fluves du sirop, ça attire beaucoup tous les insectes qui sont dans le coin. Voilà. Ok, merci. Étienne, tu m'avais conseillé. Patrick, oui. Tu peux voir l'imprimante en train d'imprimer un cône, hein, si vous voyez la photo. Exact. C'est chez toi? Ouais. Ouais. Et donc, tu proposes un cône en 2 parties. Voilà. En une partie. En une partie. En une partie. Okay. L'imprimante en train de travailler, là. D'accord. Nuit et jour, chez Raymond. Chez Raymond, ça n'arrête pas. Étienne m'avait conseillé d'essayer ce piège, qui est un piège japonais, qui est assez coûteux, mais qui est remarquable sur les fondatrices, puisque tu as cité ton
ta capture. Moi, je le constate aussi. C'est un piège où l'appât n'est pas en contact direct, mais donc s'évapore. Et en fait, il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs cônes, il y a plusieurs moments où le frelon est attiré, monte, ressort, descend, repart, et finalement est piégé en haut. Très facile à entretenir. Un autre que j'ai testé cette année, c'est le Bivital, qui est très efficace en été. Je ne l'ai pas testé en printemps, je vais le faire. Mais on a l'impression que c'est une soucoupe volante. Donc, là, vous avez deux ailes, deux parties extérieures dans lesquelles le frelon va mourir d'épuisement, mais au passage, il émet beaucoup de phéromones qui les attirent. Et il est très simple d'emploi, il n'y a pas de risque. Et là aussi, l'appât, quand on en met, il dure 2 mois, quoi. Il n'y a pas de contact direct, donc il n'y a pas de pourriture. Vraiment impressionnant, efficace et facile à entretenir. OK, donc un autre point. Donc, je vous rappelle, hein, pour les pièges, ce n'est pas notre cheval de bataille. On pense qu'il y a d'autres choses, justement, qui vont renforcer l'aspect des harpes par un système de grillage, de guidage. C'est le concept du mur de la mort qui m'avait été donné par quelqu'un dans le sud-est, et il m'avait dit essaye, et c'est effectivement, on met un grillage à poules verticalement sur une hauteur de 1 mètre, donc il est à 30 cm du sol, et on le met en parallèle du fond des ruches, et donc ça fait comme un couloir de guidage. Quand les frelons passent d'une ruche à l'autre, en fait ils tombent en perpendiculaire sur une amie harpe qui lui veut du bien. Et il va traverser les harpes électriques et il tombe dans l'eau, et là c'est terminé. Donc en fait, c'est aussi couplé en fait aux muselières qui le découragent de rester en stationnaire, donc il change de ruche, ils disent il n'y a rien à faire et il change. En fait, ça augmente, nous on considère que ça augmente l'efficacité jusqu'à 100 frelons noyés par jour et par harpe en plus. Donc ça vous donne ça, tout simplement, un système à plat en parallèle. Qui est qui est placé devant les ruches. Et pour les nucléi qui sont fragiles, parce que quand vous voulez développer ça, les frelons aiment beaucoup les nucléi. Ils vont se jeter dessus. Donc là, j'ai fait une grille de protection devant avec un système de muselières Stop-It. C'est une muselière qui ont l'air toutes simples et toutes. En fait, elles sont suffisamment efficaces. Et couplées à la harpe, ça donne de bons résultats. Voilà, ensuite l'espace de diversification sous la ruche, Jean-François. Ton micro. Voilà, me revoilà. Ouais. Donc effectivement, l'idée de base, c'est de trouver toutes les solutions qui permettent d'éviter que le frelon vienne titiller sous nos planchers, sous les planchers des ruches. En gros, on a presque tous des planchers aérés en dessous, qu'ils soient à grillage ou qu'ils soient nico. Le frelon aime bien venir en dessous, et donc les abeilles n'aiment pas du tout les 70 Hz de vol du frelon, ni éventuellement son odeur. Donc il faut arriver à l'éloigner, et on a montré que l'éloigner, c'est une quinzaine de centimètres. Et à partir de là, le frelon va plus stresser les abeilles. Donc, il y a plusieurs approches, il y a plusieurs éléments. Là, donc, vous avez ici une approche que moi, je pratique en utilisant les vieilles hausses qui étaient peut-être un petit peu plus fragilisées par les dizaines d'années dehors. Donc, on met un grillage 5,5 en dessous et la hausse sous le plancher. Et donc là, le frelon ne peut pas venir les titiller. Et sur la gauche, vous avez la même l'hiver. Donc, l'hiver, ça évite aussi les courants d'air, voire les exposés de Jean Riondé sur l'isolation des ruches. Un autre système sur la droite, c'est de coupler des supports de ruche. Là, vous voyez, c'est des supports de ruche de type chaise ou table d'écolier, avec une espèce de cadre en dessous qui est grand. Grosso modo, c'est la même chose qu'une hausse. Et vous voyez à travers le grillage 5,5. Et puis sur la gauche, vous avez un système, donc sur un support standard de ruche,
avec du grillage, d'autres donc avec une maille fine, du grillage plastique. D'autres utilisent aussi du film de forçage, hein, d'agriculture. Ça permet aussi d'entourer facilement si on a des parpaings ou si on a d'autres supports. L'idée, c'est vraiment d'empêcher que le frelon vienne titiller par le dessous. Voilà. Merci. Donc, en résumé, on a une solution que nous avons testée depuis 5 ans, qui est de coupler 5 éléments: la muselière sous différentes formes, des harpes électriques, des grillages de périmètre devant, une protection sous la ruche et éventuellement un piège. Jean-François, tu peux parler de ce cycle de vie? On représente souvent le cycle de vie du frelon asiatique, donc on part au mois de janvier ou février, là où on en est. Donc les femelles fondatrices qui se sont planquées pendant tout l'hiver vont ressortir ou ressortent fin février, début mars. Ça dépend du climat, ça dépend de plein de choses, et notamment ça va probablement ressortir un peu plus tôt dans le sud de la France que chez nous en région parisienne. L'idée, c'est qu'il est très intéressant au mois de mars, avril, mai, de faire, comme le disait Étienne tout à l'heure, un piégeage des fondatrices avec une limitation de la durée pour éviter l'impact sur la biodiversité, et notamment de piéger des gros insectes comme les frelons crabreaux à partir du mois de mai. Donc récemment, une étude a montré que le piégeage maximum se faisait vers la fin avril dans le sud de la France. Donc ça doit être à peu près fin avril, mi-mai dans la région parisienne. À la même époque, il est intéressant, et nous avons différents flyers téléchargeables sur notre site, il est intéressant d'inviter un petit peu toute la population à regarder s'il n'y aurait pas des petits nids qui sont plutôt embryons à cette époque-là, qui sous les abris de jardin, sous l'appentis du garage ou des choses de ce type, parce que c'est très facile à détruire à cette époque-là, et ça peut permettre de limiter le nombre de nids secondaires derrière. Donc, à partir du mois de juin, il y a de plus en plus de frelonnes. Et à partir de ce moment-là, il faut penser à équiper le rucher. Donc, nous conseillons, dès qu'on a fait à peu près toutes nos récoltes vers la mi-juillet, d'installer tout le matériel. Et en gros, faut installer pratiquement tout à la fois. Les muselières en premier, bien sûr, mais la protection sous les ruches. On en profite pour mettre le grillage s'il n'est pas permanent. Et puis, poser, bien sûr, les harpes, comme on disait tout à l'heure, de l'ordre de grandeur d'une harpe pour 3 ruches. Si l'on piège, on peut aussi mettre des pièges à ce moment-là, parce que ça va être l'époque la plus chargée, et la hausse de la population de frelons va se faire sentir de plus en plus forte au mois de septembre. Donc, dès le mois de septembre, il faut penser à mettre, si on n'a pas de grille pour mettre sur des muselières à tubes, mettre des portes vertes sur les planchers nichaux. Il faut protéger quand même, parce que les frelons sont de plus en plus intrépides et peuvent rentrer dans les muselières. Et puis, il faut savoir qu'à partir du mois de novembre, les pièges et les harpes sont plus tellement utiles, puisqu'il n'y a plus tellement de frelons. Faut toujours avoir en tête que les fondatrices sont parties au mois de septembre, début octobre, que les fondatrices ne sont jamais sorties des nids avant qu'elles partent en quantité. On dit 300, 400 femelles fécondées par nid. Donc, on ne sait pas comment piéger ou à ce moment-là les fondatrices, parce que grosso modo, leur seule préoccupation, c'est de se nourrir jusqu'à l'hiver et de se planquer. Donc voilà, et après le cycle recommence. Éventuellement, on discutera tout à l'heure d'autres éléments. Merci.
Je passe là dans le document vos contacts, donc Jean-François et moi-même, et puis sur le site AVO, vous pouvez télécharger un certain nombre d'outils. On a adapté tout en téléchargement facile et nous avons terminé. On va passer aux questions. On a fait assez court, j'espère. Étienne, qu'en penses-tu? Oui, oui, vous avez été formidable, hein, comme d'habitude, Ah là, non, bravo. non, non, attends, on va Non, non, démarrer là, mais le dialogue avec l'assistance là. on a un temps toujours trop bref pour tout expliquer, donc il y a de nombreuses Ouais, questions, donc voilà, mais qu'est-ce bon, que vous tu as avez vu bien. dans le flow? Voilà. Ouais, ouais, donc je pense que vous avez bien résumé quand même la situation. Donc je commence par la première question à laquelle je vais répondre d'ailleurs. Hein, les référents frelons par département. C'est vrai qu'il y a des départements qui ont des référents frelons départementaux et donc ça permet de mieux coordonner. Le Val d'Oise est remarquable pour ça, mais il faut que tous les autres départements, là, à l'occasion de la révision du plan régional, on remette des référents départementaux et des référents aussi locaux, donc à la fois au niveau des communes. Hein, la Fredon forme des référents au niveau des communes. Moi, dans ma commune, je n'ai rien à faire, c'est le référent de la commune qui s'occupe de tout. Et pour les collectivités de communes, c'est la même chose. Donc, ensuite, est-ce qu'il faut nourrir? Il y a des gens qui nourrissent à partir du mois d'août. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui veut répondre? Moi, je peux répondre notre expérience cette année. Donc, en principe, si l'on fait son travail correctement de protection du frelon, les abeilles vont avoir en arrière-saison de quoi se nourrir et de quoi compléter les réserves. Nourrir, c'est une préoccupation de professionnels. Nous n'avons pas, nous, à donner du sirop à nos abeilles si on a fait correctement notre boulot d'apiculteur. Par contre, effectivement, cette année, il y a eu plusieurs phases où il y a eu des sécheresses. Et là, il faut bien surveiller les ruches. Cette année, je crois qu'on n'a pas eu à nourrir. L'an dernier, Étienne, tu nous avais alerté au mois de mai, et là, effectivement, un petit coup de sirop, ça a permis probablement des effondrements de colonies. Mais cette année, c'était intéressant d'avoir une rupture de ponte parce que ça peut permettre éventuellement de baisser la pression du varroa. Oui, oui, et donc le nourrissement, il faut essayer de nourrir à bon escient et c'est vrai que ce n'est pas une solution, quoi. C'est hein, comme pour tout nourrissement, c'est parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas bien fait. Donc, si on peut éviter le nourrissement par des systèmes de protection, c'est plus intéressant. Alors, les pertes de pollen, quand vous mettez vos grilles dans les tubes, dans les muselières, est-ce qu'il n'y a pas de perte de pollen? Donc c'est facile à constater parce que comme les grilles, elles sont un petit peu inclinées vers l'intérieur des muselières, s'il y avait des pertes de pollen au moment où on enlève les muselières, on devrait trouver du pollen à l'intérieur. Il n'y en a pas. Donc soit elles ont nettoyé, mais à mon avis, elles doivent récupérer s'il est tombé. Mais a priori, les mailles sont quand même assez grosses. Ça fait pas tellement piège à pollen. Hein. C'est Oui, donc, 6,5, 7 mm. et tu Donc, laisses passer la taille pour laisser passer des mâles. Hein. oui, sur ces tubes, il est important de faire des rallonges, hein, parce qu'il y a une étude qui est en cours là, à Orsay et qui montre que la vitesse des frelons la vitesse des abeilles en présence du frelon est accélérée. Et donc, il faut que cette grille soit quand même assez basse par rapport à l'orifice du tube, je pense. Oui, moi j'ai essayé 100, 120 et 150 mm. Il semble que 120 mm, ça soit très bien. Bon, parfait. Tu Et il y a parles de une la même question. distance? Non, pour le tube supplémentaire que l'on Ah met oui, sur c'est le coude. c'est ça. Et il y a une question aussi, est-ce qu'on peut mettre de la porte verte en ayant ces tubes avec la grille? Est-ce qu'il est nécessaire de mettre les deux? Parce que tu as dit que le nettoyage de la ruche se faisait mieux s'il n'y avait pas la porte verte.
Moi, je crois qu'il faut choisir. Hein. Attends, si la porte verte est considérée comme efficace par certains, continuer avec les portes vertes. A priori, il semble qu'un filtre, comme on le fait avec la grille, puisque là, on a l'opportunité de mettre ce filtre-là, et il est beaucoup plus efficace. Hein. Donc après, on peut changer la dimension des grilles si vous voulez. On peut mettre du 6, mais je pense que 6,5, 6,8, moi je mets, c'est très bien pour empêcher le frelon de rentrer. Et donc la porte verte est inutile. Il y a une question sur le piégeage de printemps. Est-ce qu'il faut piéger sur le rucher ou en dehors du rucher? Moi, je peux répondre éventuellement. Les deux, mon général, moi, je fais les deux. Et c'est vrai qu'au printemps, quand il y a des camélias dans votre jardin, ils viennent beaucoup plus dans votre jardin que sur le rucher. Au printemps, il y a quand même peu de frelons dans les ruchers. On a toujours peur que ça les attire, mais je ne pense pas que ça les attire. Il y en a qui reviennent sur le rucher, mais on en a quand même beaucoup dans les jardins où il y a des fleurs. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou quelqu'un a quelque chose à dire. Une autre question sur les harpes. Le problème des harpes, c'est qu'on a parfois un oiseau qui vient se noyer, etc. Vous n'avez pas parlé de ça. Je pense que vous avez un système anti-noyade pour les oiseaux. Non, c'est une question à laquelle on a déjà répondu chez toi, du côté du Sierpe. Le bord du bac en bas, c'est intéressant de laisser quand même une distance entre les derniers fils, enfin la barre en bois du tréteau ou la partie d'enroulement des fils du bas sur les anciennes conceptions, de laisser un passage pour qu'on puisse passer notre grille à rennes pour enlever les frelons, pour filtrer les frelons et nettoyer le bac. Donc, il est intéressant à ce moment-là, quand on a fini ce nettoyage, de venir poser une petite planchette de chaque côté. Et ça évite que des oiseaux aient envie de venir boire un coup dedans, ou, ce qui m'est déjà arrivé, une poule qui vient passer son cou à cet endroit-là. Donc les poules intelligentes ne touchent pas les fils, mais j'en avais une un peu plus bête et tout le quartier était au courant. Bon, très bien. Alors bon, là, j'ai plus accès aux dernières questions, mais j'en ai une série encore. Tu as parlé d'une harpe tous les 3 ou 4 jours. Ça finit par coûter cher. Moi, personnellement, j'en mets une toutes les 10 ruches, là, 3 harpes pour 20 ruches. Est-ce que tu penses qu'il faut en mettre plus? Est-ce que c'est fonction de la pression qui est sur le rucher? Oui, probablement. Mais Ouais, ce qui est indispensable, c'est déjà d'en mettre une à chaque extrémité si on a quelque chose qui ressemble à une ligne. Ce n'est pas forcément une ligne tout à fait continue, mais une à chaque extrémité parce que les ruches d'extrémité sont probablement plus attractives pour les frelons. Après, une au milieu, et puis ça en fait une tous les 3-4 ruches. Moi, dans mes ruchers, dans un, il y avait probablement aux environs de 3 nids à moins de 200 mètres, et dans l'autre, il y en avait plutôt 4 nids à moins de 200 mètres. Donc, dans ce cas-là, on a tendance à en mettre un peu plus. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'était que c'est exponentiel hein, au niveau. Chaque année, en fait, on a plus de nids sur chaque rucher. L'auberge est bonne, il se développe, hein, et c'est compliqué parce qu'on ne les trouve pas vite. Et quand vous en avez, moi je me souviens, j'en avais 5 là sur le rocher de Soisy, 5 nids, ouf, ça tapait fort. Hein. Donc, il y a quelqu'un qui signale un site Harpelec pour électrifier les harpes. Est-ce que vous connaissez? Ils vendent des harpes à pas cher, paraît-il. Vous connaissez? Non, mais j'ai dit tout à l'heure que la recherche était ouverte. Hein. Oui, bah là, je crois qu'il y a Gérard Bernheim dans le 77, là, il a repris toutes vos données. Ils ont fait aussi des ateliers, donc avec toujours des différences. Mais bon, le tout, c'est que les harpes soient mises en place parce que, comme vous l'avez dit, c'est quand même remarquable d'efficacité par rapport aux pièges. Est-ce qu'une clôture électrique peut alimenter vos systèmes? Alors, Non, Raymond, clôture électrique pour chevaux. Hein. Raymond, on a fait l'essai, nous. Attends, t'as pas mis ton micro, Raymond? Non, ça ne peut pas marcher. Je vais vous dire pourquoi. Parce que
la clôture électrique, elle émet un petit son. Chaque amorçage, ça envoie un petit son sur les fils et le frelon, il l'entend. Alors que notre système, c'est un condensateur qui se décharge. Donc, il n'y a aucun bruit. Le frelon ne sait pas qu'il se passe quelque chose. C'est juste quand il touche les fils que là, il se fait chauffer. C'est ça. Donc, Et la clôture électrique, c'est intermittent. Oui, et puis ça émet un son. C'est ça. Donc, la tension est différente, elle est supérieure. On l'a essayé avec plusieurs modèles et c'est on a testé un truc pour les sangliers, contre les sangliers à 15 000 volts, nous. Tu te souviens? Complètement inefficace. Il tournait devant la ruche, ouais. Il tournait devant la harpe. Alors, vous ne mettez pas de ressort sur les fils. Est-ce qu'il y a un intérêt à mettre des ressorts pour avoir des fils plus tendus? Parce que souvent, les fils sont un peu détendus. Dans nos conceptions simplifiées, il serait ruineux de venir mettre un petit ressort sur chaque couple de fils. Donc, je vous rappelle que chaque apiculteur connaît les molettes qui permettent de retendre les fils sur les cadres. Eh ben, en utilisant ce petit matériel-là, on transforme le fil en son propre ressort. Et ça marche très bien parce qu'il est nécessaire avec les tréteaux notamment, parce qu'ils vont jouer, ils vont se dilater en fonction de l'humidité, de la chaleur, du soleil et autres. Et donc, de passer un petit coup de molette sur le haut ou sur le bas ou sur la totalité du fil, ça permet d'avoir toujours une bonne tension mécanique sur chaque fil. Les tiroirs avec le grillage sur l'appareil. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Oui, si vous pouvez fermer vos micros. Donc, les tiroirs avec grillage, là maintenant, on s'aperçoit, et c'est l'intérêt du Bivital, il y a un tissu qui est au-dessus du… Oui. Et donc, il a été testé par l'INSAP et donc, il est beaucoup plus efficace. Et donc, sur les grillages, maintenant, on recommande de mettre un grillage type garde-manger, etc. Parce qu'on a les micro-hyménoptères, les micro-hyménoptères parasitoïdes, notamment pour les ruchers. Et on a des tout petits insectes. Je sais qu'on en a un peu quand même dans le piège japonais. Mais c'est un plus. Si on peut mettre ça dans ce type de piège, les pièges avec les tiroirs en dessous, comme celui de Robida, par exemple, en Mayenne, c'est un plus, quoi. Alors, quels appâts? Il y a des questions, notamment sur l'appât avec les levures. Il y a des gens qui disent, mais les levures, ça fermente, ça va faire exploser la bouteille. Bon, des gens ne doivent plus utiliser de piège-bouteille, mais c'est vrai que, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu comment on fabrique avec la levure de boulangerie? Il faut laisser fermenter plusieurs jours. Donc, la recette, elle est très facile. Elle a été publiée par LSA ou par le CARI, je ne me souviens plus exactement. Pour 2 litres de sirop 50-50, on prend un demi-bloc de levure de boulanger fraîche chez le boulanger ou dans les supermarchés. On secoue tout ça dans une bouteille dont on desserre légèrement le bouchon pour éviter les explosions. Au bout de 2 jours, la fermentation s'est complètement diffusée à l'ensemble du sucre du sirop. À partir de ce moment-là, on peut l'utiliser tel que ou rajouter un petit peu de jus de cirier et ça va continuer à fermenter longtemps. Pour d'expérience, une semaine, une dizaine de jours, et l'appât est toujours efficace. Bon, après, si le piège au soleil, ça s'évapore, il faut gérer quand même la quantité d'appât. Mais c'est très simple. Alors, il y a une autre question sur le piège Vespa 4. Là, je peux répondre parce que ça fait longtemps que je demande à Veto Pharma de le rendre plus sélectif. C'était dans toutes les études jusqu'à présent, c'était le piège qui a tiré le plus, mais qui était le moins sélectif. Et là, ils viennent d'en sortir un. Enfin, il va sortir au mois d'avril, donc avec des trous de sortie. Les trous de sortie sont trop petits pour moi. Mais donc, il faut les voir, les expérimenter au printemps. Mais bon, pour l'instant, nous, au niveau du plan national, on ne le recommande pas. On recommande les pièges NAS.
D'ailleurs, à ce sujet, sur les pièges NAS, on s'aperçoit que les pièges NAS qui n'ont qu'une seule entrée d'un seul côté ou l'entrée arrière par rapport à votre petit piaf, est-ce que vous envisagez de ne garder qu'une entrée ou est-ce que vous trouvez que les deux entrées sont plus efficaces? À l'origine, on avait mis une seule entrée sur les protos de pièges et on s'était aperçu que c'était moins efficace qu'avec les deux faces. Donc, on a vu qu'effectivement, Robida n'utilisait qu'un seul côté. Moi, je ne sais pas. Donc, comme la grille imprimée en 3D, ça coûte 20 centimes, autant en mettre deux. Merci. Alors, il y a quelqu'un qui pose des questions sur les tentes devant les ruches. Est-ce que vous avez une expérience là-dessus? Il y a des films sur YouTube. Bon, nous, on a un apiculteur pro qui en a mis. Bon, ça s'envole facilement. Est-ce que vous avez des retours là-dessus? On n'a pas des retours pour ma part, mais moi, j'ai un principe éthique qui est de ne jamais utiliser nos abeilles comme appât d'un piège. Il faut savoir que le piège tente. Tous les frelons qui sont capturés ont capturé une abeille, puisque c'est après la capture d'abeilles qu'ils remontent en haut de la tente et qui se font piéger dans les bouteilles. Donc c'est un principe que pour ma part, je n'utiliserai jamais sur mes ruches. Voilà une excellente réponse. Il y avait d'autres systèmes du même type, avec une espèce de grille qui permettait aux frelons de rentrer sur la planche de vol et ils partaient vers le haut et ils terminaient aussi dans les bouteilles. Donc ce genre de piège… le piège de Fernando, il s'appelle comme ça. Piège de Fernando. Ouais. Alors, il y a des gens aussi qui mettent des tentes ou des filets grillagés comme ça, soit sur 10 ruches ou individuellement sur chaque ruche. Est-ce que vous avez expérimenté ceci? Vous m'entendez? C'est Oui. qu'on n'a pas trop l'expérience. Donc oui, moi sur un de mes ruchers, on avait mis pour éviter de mettre une muselière sur chaque ruche au début, on avait tendu une espèce de filet agricole, quoi, de protection des arbres. Ce qu'on s'était aperçu, c'est que le frelon, au bout d'un moment, il arrivait très bien à passer. Et puis, au bout de quelques temps, il en avait marre de traverser. Il attendait que les abeilles ralentissent pour passer à travers le filet. Bon, donc ça ne nous avait pas tellement plu. Mais par contre, on a entendu des apiculteurs professionnels utiliser ce système de façon généralisée parce que ça leur permet, avec des piquets devant les ruches, d'enlever tout le filet pour toute la rangée de ruches et faire ce qu'ils ont à faire sur les ruches et après ils remettent tout dessus. Mais l'efficacité, c'est quand même pas pareil. Merci. Oui, je l'ai testé aussi, c'est pas efficace. C'est compliqué, il faut manipuler le filet, il faut le remettre, Mais bon, actuellement, on a quand même un problème pour les pros, hein, notamment ceux qui mettent 4 ruches sur une palette. Donc, on ne peut pas mettre de harpe, etc. C'est un peu compliqué à utiliser. Quoi. Et donc, c'est vrai que là, il faut qu'on fasse des recherches pour les pros parce que maintenant, ils sont aussi impactés que les loisirs. Alors, il y a une question sur… Oui. J'ai essayé la tente, mais ça gêne quand même beaucoup plus, à mon avis, les abeilles. Elles se prennent assez vite dedans. Alors, on met en haut de la tente un grillage où les abeilles peuvent sortir, mais c'est quand même pas idéal. Hein. Ça gêne finalement plus que la muselière. Merci. Et alors, une question sur le positionnement du couloir de la mort. Et est-ce que, je ne sais pas si vous aviez parlé pendant un moment de bouger les ruches de place. Il y a des gens les harpes de place, hein, il y a des gens qui préconisent ceci. Est-ce que les frelons sont intelligents et ils contournent les harpes? Quand il y a un couloir avec du grillage, c'est plus compliqué. Mais expliquez un petit peu comment vous disposez votre grillage. Alors, oui, tu me fais penser à quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure. Il arrive qu'on ait 5 nids sur un rucher et que ce soit infernal. Et la seule solution, c'est de s'enfuir.
Et je conseille à tous ceux qui le peuvent d'avoir un rucher de repli ou de se faire héberger chez un ami. C'est ce que j'ai fait moi cette année, parce que c'est infernal. On n'a rien à faire. Alors, deuxième chose, concernant le mur devant, en fait, oui, le frelon, il passe. On a deux types de frelons. On a ceux qui tournent autour des ruches et il y en a qui passent que devant, en latéral. On en a vu tout à l'heure avec Jean-François, on en a parlé. On a vu des petits frelons qui passaient autour des ruches, mais à petite hauteur. Et on ne sait pas exactement ce que c'est. On pense à des mâles, mais on n'a pas l'analyse, nous, hein. C'est pas. En tout cas, non, le mur, franchement, le mur, c'est un investissement tellement ridicule au vu de la réussite. C'est. Alors, on peut le faire en palette, on peut le faire en ce qu'on veut, hein. Moi, j'ai trouvé qu'un grillage était plus léger, parce que si on veut le laisser tout l'hiver, c'est quand même plus esthétique, quoi. Mais les végétaux, ça marche aussi, hein. Les végétaux, ça marche aussi, tout à fait. Moi, il m'est arrivé de mettre des ruches dans des framboisiers pour les sauver, hein. Et donc, Alors, les frelons ne s'approchent pas. Vous pouvez planter du miscanthus devant vos ruches, quoi. Ça peut Voilà. Mais la créativité, ça aide, hein. Oui, oui. Une question traditionnelle, alors là, à tous les coups, que pensez-vous du fipronil, du frontline qu'on met sur un appât devant vos ruches? Alors, je peux donner une partie de mon raisonnement, c'est que le fipronil, c'est ce qu'il y avait dans le gaucho, qui a tué énormément d'abeilles quand on traitait les tournesols au gaucho. Et donc, comment se fait-il que des apiculteurs veulent utiliser du fipronil, qui est un des produits les plus toxiques pour les insectes, hein, et qui est très efficace pour le tournesol. Et donc, et en fait, on ne sait pas où va le produit, on ne sait pas si c'est efficace, hein. Il y a des chercheurs qui sont pensés sur la question et ils sont incapables de conclure. Il y a des gens qui vous disent, ah ben, j'ai utilisé ça, je vois moins de frelons. Et après, quand on cherche bien, ben, on s'aperçoit qu'il y a encore 2 nids dans le secteur et donc on ne sait pas s'il y a un nid qui a disparu ou pas. Et on a un produit très toxique qui est dans la nature. Donc, moi, personnellement, je ne comprends pas qu'on ait encore des gens qui veuillent utiliser ce type de produit. Il y avait eu une expérimentation qui avait été faite Muséum et puis, comment ça s'appelle, ITSAP, et ça a été arrêté par la DGAL au bout de 3 ans parce qu'ils trouvaient que c'était trop dangereux, et donc ils ont dû se faire taper sur les doigts par le MTE. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas laisser partir dans la nature comme ça des produits toxiques et dont on ne contrôle pas à la fois l'efficacité et les problèmes sur la biodiversité. Et il faut quand même préciser que c'est interdit par la loi, et je ne connais pas les amendes, mais on n'a pas le droit de faire ce genre de choses avec quel que soit l'insecticide. Oui, mais les produits interdits par la loi, il y a d'autres gens qui utilisent, d'autres apiculteurs, agriculteurs, qui sont souvent en dehors des clous, quoi. Alors, j'ai un problème, j'ai quelque chose qui s'est mis sur mon chat, là, je n'arrive plus à lire les dernières questions. Est-ce que Alors, il y a beaucoup de on peut les questions voir? sur le générateur. Est-ce qu'il peut être alimenté en 220 volts au lieu d'une batterie? Donc là, après, chacun sait où est le rucher par rapport à une prise de 220. Mais il est possible de concevoir un transfo qui permettra d'alimenter le générateur en 12 volts. Donc moi, je pense en particulier que si on n'est pas trop loin de la maison, on peut très bien avoir un chargeur de batterie qui alimente une batterie, laquelle batterie est branchée sur les générateurs. Ça fera du 12 ou du 13 ou du 14 volts, ça marche très bien. C'est probablement le transformateur le moins cher, hein, le chargeur de batterie. Il y a des gens qui disent que sur notre site, le téléchargement des fichiers en 3D n'est pas opérationnel. Est-ce que tu as une idée du format? Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre? Comment ça se passe pour passer du fichier à la réalisation pratique? Donc, jusque vers le 15 janvier, je veux bien que cette question était vraie. J'ai vérifié et j'entretiens régulièrement le site. Tous les fichiers, notamment les fichiers d'impression 3D, sont tous efficaces. Je les ai tous retéléchargés pour vérifier le téléchargement il y a 2 semaines. Et je pense qu'il faut être
clair que les fichiers pour impression 3D sont des fichiers STL. Donc, si on n'a pas l'habitude des imprimantes 3D, on peut être surpris du suffixe STL. Ouais, on parle du fichier des réglettes, surtout le fichier des réglettes. Pas le fichier des grilles, hein, le fichier des réglettes. Oui, oui. C'est une question qui m'avait été posée il y a 3 semaines et je dis que j'ai vérifié il y a 15 jours. D'accord. Est-ce qu'on peut donner la parole? On a encore un peu de temps, Étienne. Est-ce qu'on peut donner la parole à des questions en direct? J'ai vu Jean-Marie Andréani ou Jean-Marc Andréani qui voulait poser une question. On peut gérer maintenant les questions en direct. Qui veut parler? Qui veut poser une question? Non. Bon, ben, c'est que tout va bien. Alors moi, je peux. Vous m'entendez? Oui. Je viens de démasquer mon. Voilà. Eh ben, c'est toi. Voilà. Tu peux te présenter en 2 mots. D'où es-tu? Voilà. Il se trouve que depuis quelque temps, j'ai installé des cônes que j'ai achetés à la société Jab Prod. Ça me coûte 13 € la paire. Et tout ça, c'est monté sur des pièges en bois qui sont fabriqués bénévolement par des tas de gens. Et c'est récupéré à partir de palettes. Et ça m'a donné jusqu'à présent de bons résultats. Alors, quand je dis de bons résultats, c'est beaucoup de frelons attrapés et pratiquement aucun déchet au niveau des espèces non ciblées. Peut-être que j'ai eu de la chance. Et l'appât que j'ai utilisé jusqu'à présent, mais ce n'est pas forcément le meilleur, c'était un mélange avec un tiers de vin blanc, un tiers de bière et un tiers de sirop fortement fruité. Voilà, vous n'en avez pas parlé, personne. Il y a des gens qui ont parlé du piège Vital que j'ai observé, oui, qui est fabriqué par des Autrichiens, je crois, et qui a une allure un peu de Star Wars, c'est vrai, hein, quand on le regarde. C'est vrai, c'est vrai. Mais personne n'a parlé du Jab Prod et je me demandais pourquoi. Moi, j'ai acheté 50 paires de cônes que j'ai distribuées dans l'association, donc fait une commande groupée. Les gens ont monté ça et ils n'ont pas, et moi-même, j'en ai eu 6 et je n'ai pas eu un résultat probant. Ça a marché un tout petit peu, mais à comparer d'autres systèmes, je n'ai pas trouvé que c'était le plus efficace. Oui, mais quoi, efficace en termes mal tombé. Il n'y avait pas de capture, c'est ça? Oui. Non, c'est surtout qu'au printemps, il y a très peu de captures par rapport aux autres pièges. Ça a été reconnu partout en France, hein, et donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas mis, nous, dans le plan de lutte nationale. Et M. Jaffray continue à vendre beaucoup de cônes d'entrée comme ça. Et ces cônes d'entrée, en fait, sont trop étroits au printemps. Les fondatrices sont très grosses et il faudrait que ces cônes d'entrée soient un peu plus grands. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont abandonné le Jab Prod. En automne, il marche très bien. Hein. Tous les pièges fonctionnent en automne. Par contre, au printemps, c'est une catastrophe. L'ITSAP a testé, hein, ça fait 3 ans qu'ils le testent. Et donc, maintenant, ils vont arrêter de le tester parce que ça n'est pas un piège du tout adapté pour le printemps. Sélectivité, il est sélectif à 17% d'après l'ITSAP parce que quand on regarde la sélectivité, les gens ne regardent que les Vespa crabreaux. Mais les Vespa crabreaux, évidemment, ils ne rentrent pas. Mais c'est l'ensemble des diptères, hein, les mouches, les micro-hyménoptères, et ça, on en trouve beaucoup, hein, dans les appâts. Donc, si on ne met pas une protection particulière, tout à l'heure, j'ai parlé des tissus, hein, qu'il y a dans le bivital, et il faut que même dans les autres pièges, dans le piège à gris jaune, c'est la même chose. Dans le petit piaf, je pense qu'il faut faire attention aussi à ça. C'est vraiment un point essentiel. Les micro-hyménoptères, ils sont parasitoïdes du puceron, et quand vous mettez ça dans des ruchers, hein, on met des ruches, des colonies dans les ruchers, et donc vous faites disparaître des auxiliaires très précieux pour les arboriculteurs. Donc le piège Japrod, moi j'ai des remontées de toute la France, hein, et donc il y a vraiment beaucoup de gens qui sont très déçus. Et quand on voit qu'un département comme la Haute-Savoie, ils viennent de commander pour 300 000 € sur 3 ans,
le piège Japrod dans un département où il y a peu de frelons, c'est un scandale pour moi. Et donc, il faut faire attention, il y a de la publicité. Ces gens-là, ils démarchent, il n'est pas le seul, hein. Il y a beaucoup de gens qui démarchent les collectivités locales pour vendre des pièges. Moi, j'ai vu dans le 65, là, dans les Pyrénées-Atlantiques, samedi, on m'a envoyé des choses où les gens préconisent 2 pièges par habitant, quoi. Et donc, où va-t-on pour la biodiversité? Le piégeage de printemps, il est efficace, hein, si on fait du piégeage pendant 7 ans, hein, on peut avoir que, hein, il faudrait empêcher 95% d'arrivée des nids, mais il faut piéger pendant 7 ans, hein, pour arriver à baisser de 50% le nombre de nids. Donc, on n'y arrivera jamais de toute façon. Donc, on fait du piégeage de printemps avec un objectif, c'est de baisser comme ça la pression et donc le nombre de nids. Et ça, il y a eu des exemples encore récemment. Le 22 a fait comme ça une étude l'année dernière où ils arrivent à baisser de 50% le nombre de nids. Dans le Maine-et-Loire, c'est la même chose. Mais pour revenir sur le piège Japrod, je crois que M. Jaffray ferait mieux de passer maintenant à vendre des harpes électriques et les pièges, de toute façon, hein, il faut faire très attention. Les associations de protection de l'environnement, elles nous surveillent de près, hein, je vous assure que Oui. j'ai des remontées très, très fréquentes là-dessus. Donc, en tant qu'apiculteur, on doit être très sensible à ça. Je vois, il y a une dernière question sur le piège ornetin. Ornetin, c'est pareil, ça n'est pas bon du tout, ça a été testé aussi. Les individus qui rentrent dedans, vous ne trouvez pas d'espèces non cibles, hein, les individus non cibles ressortent, mais ils sont stériles, hein, d'après les chercheurs, le Muséum d'histoire naturelle notamment. Donc, il y a une grosse publicité. On vous dit que c'est sélectif à 100%, ce qui est faux, hein, l'INSAP en a testé. Et donc, tous ces pièges qui sont dans des pots en verre où il fait très chaud dedans, soit les insectes meurent rapidement, ou soit ils sont stériles même s'ils ressortent. Donc, il faut rester très vigilant. Et si nous, on a été très sélectifs dans les 3 pièges qu'on a choisis dans le cadre du plan, on attend les études qui vont continuer avec l'INSAP et au fur et à mesure, on sera plus attentif à ce qu'il n'y ait pas trop d'action sur la biodiversité. Voilà. Est-ce que je peux profiter que j'ai encore mon micro, oui, vas-y, pour vous poser la question sur le piège Petit Piaf? Et en fait, là où je suis dans les Yvelines, à Jouy-en-Josas, on a opté pour soit du Jabeprod, soit du Petit Piaf, mais au niveau du cône. Et en fait, je voudrais bien avoir un commentaire complémentaire, à savoir, indépendamment de l'appât, parce qu'il joue un rôle, qu'est-ce que vous pensez de l'efficacité des pièges avec ce cône qui est issu d'une impression 3D? Je parle du cône, enfin des 2 cônes, hein, parce que c'est… Voilà, ça y est, j'ai remis mon micro pour compléter la réponse que je t'ai faite aujourd'hui, Jean-Marc. Donc, oui, le cône il est conçu pour être circulaire et non pas rectangulaire, comme dans pas mal de systèmes JAVPROD et compagnie. Parce qu'on s'est aperçu que la frelonne ou les frelonnes ne se posent pas forcément à plat, mais se posent n'importe comment et ensuite marchent jusqu'au trou qui permet de rentrer. Donc, on a opté pour un système circulaire. Les dimensions des trous de sortie sont un petit peu sur la grille et sur le cône, sont faites pour que les abeilles passent sans problème. Donc, ça doit être du 5,5 à 6 mm d'écartement. Le trou du cône, lui, il est à 8,4, 8,5. Donc, en principe, les crabreaux ne devraient pas passer, mais bon, s'ils ont vraiment faim, ils sont peut-être un peu plus fins et ils passent. On en a vu quelques-uns. La grille elle-même, elle est assez solide et elle se fixe dans des rainures qu'on met dans les 2 bouts de bois qui sont sur les côtés. Et ça ne pose pas de problème à l'impression. Vous avez vu tout à l'heure l'impression 3D
chez Raymond qui fonctionnait. C'est un peu long, mais comme toutes les impressions 3D. Ouais. Là, tu as parlé des clones ronds, hein, c'est vraiment ce que nous, on préconise maintenant. Hein, on a remarqué tout le groupe de travail là, au niveau national, hein, les entrées horizontales, bon, ça n'empêche pas les lézards de pénétrer hein, dans les pièges Japprod. Et par contre, ça empêche les frelons. Quand vous avez 10 frelons qui viennent devant, vous n'en avez qu'un seul qui rentre au printemps. Hein. En automne, tout le monde rentre. Et au printemps, on a des frelons qui sont assez gros et donc ça les rebute. Et donc après, je pense que c'est vraiment essentiel d'avoir des pièges dans lesquels les frelons restent vivants longtemps. Et ce sont les frelons, c'est l'effet d'amorçage. Il y a une étude de l'ITSAP qui est sur le site Interrapie actuellement. Hein, ça a été fait dans le sud et dans le sud-ouest. L'effet d'amorçage, quand vous avez toujours quelques frelons vivants, sont ces frelons-là qui entretiennent et qui font venir beaucoup plus que votre appât. Donc l'appât, c'est un peu secondaire. Quand vous pouvez attraper les frelons, les mettre dans un nouveau piège, votre piège, il démarrera beaucoup plus vite. Et après, c'est la présence des frelons qui auto-entretient. Donc ça, c'est vraiment… Et c'est pour ça qu'il faut des pièges quand même d'une certaine taille. Et moi, sur les pièges que j'utilise, hein, le Bivital et l'autre, je ne change jamais. Hein, pendant 5 semaines, je ne retire pas les frelons. Les frelons restent morts à l'intérieur. Il y a les vivants au-dessus. Et là, je vous assure que ça prend beaucoup plus. J'ai une question de Didier Bourgeois. Oui, je voudrais laisser la parole à Didier qui a levé la main. Et bonsoir. Moi, c'était pour vous parler. Alors, Didier, je suis référent frelon sur Morpa. Et moi, c'était pour vous parler d'une expérience que j'ai faite un peu par hasard. Au mois de septembre, j'ai été nourrir une petite colonie. Alors, j'avais mis mon sirop dans un pot en verre, style pot à cornichons, donc assez haut. Et j'ai nourri cette colonie et je suis reparti chez moi. Et le soir, je me suis dit, mince, j'ai oublié mon pot donc contenant du sirop dedans, mais un fond de sirop sur le rucher. Et ça va être la pagaille. Il va y avoir toutes les abeilles dedans qui vont être mortes. Donc j'y suis retourné le lendemain et j'ai constaté qu'il n'y avait pas d'abeilles dedans, mais c'était rempli de frelons. Et les frelons ne ressortent pas du tout du bocal. Ils restent dedans et ils meurent noyés. Donc, j'ai réessayé cette expérience plusieurs fois et ça marche chaque fois. Alors, Didier, donc, les abeilles ne rentrent pas, mais il y a du frelon. Ouais. J'ai côtoyé des professionnels, c'est comme ça qu'ils font. Ils prennent des seaux blancs, ils mettent un fond de 10 cm de sirop de sucre, ils font un trou dans le couvercle, un trou de 20 mm, et les abeilles ne vont pas dedans, et en fait, les frelons se noient et ne ressortent jamais. Et ils disent comme ça qu'ils vident. Ils ont un seau plein en une semaine, quoi. Donc, il y a des systèmes qui sont autres, effectivement, et qui n'attirent pas les petits insectes. Donc, ils sont sélectifs. Mais ça se passe qu'en été. Hein. Il ne faut pas le faire en printemps. Pas au printemps. Non, en été, je suis d'accord. En gros, c'est notre bouteille à plat qui, dès qu'elle est amorcée par un frelon dedans, va attirer beaucoup de frelons, aucun insecte va rentrer dedans, et ça fonctionne de ce type-là. Moi, je voudrais rebondir sur l'histoire du bocal. Nous avons testé au printemps 2023, en parallèle, des pièges dits bocales, vous savez, avec un couvercle imprimé en 3D avec une entrée cône, comme on peut imaginer, en position verticale, en position horizontale, avec à l'intérieur une petite nacelle et du sirop et le tout protégé pour pas que les insectes puissent accéder à l'appât. Nous n'avons piégé aucune fondatrice dans ce genre de piège. Donc, ce genre de piège peut peut-être fonctionner l'été, mais au printemps, ça ne doit pas donner suffisamment d'effluves à l'extérieur, ça attire personne. Non, c'est juste, moi j'ai juste testé pour l'été, hein, c'est bon l'été. Je ne préconise pas ce genre de piège pour le printemps. Ce n'est pas du tout ce qui est préconisé. Pour le printemps, c'est vraiment particulier, hein, parce qu'on voit qu'il y a des pièges qui fonctionnent bien. Hein. Patrick a essayé le piège japonais. On ne sait pas pourquoi il marche beaucoup mieux que les autres. Hein. Il est moins efficace en automne, par contre, mais au printemps, moi je comprends, par certains jours, c'est 15-20 frelons qui rentrent, alors que vous mettez un autre piège à côté, il ne rentre rien dans l'autre piège.
Donc ça, c'est un investissement de 70 €, mais vous mettez ça pour un rucher de 30, 40, 50 ruches, et je vous assure que c'est nettement suffisant. Et donc, quand les gens me disent « Ah non, c'est beaucoup trop cher, il faut mettre du Vespa de catch », il y a Bernard là, qui a mis que le test qui a été fait, l'étude qui a été faite dans le 22, ça a été fait avec du Vespa de catch. Moi, ça m'a fait bondir, parce que quand on fait une étude comme ça, qui est très bien faite, qui est bien documentée, c'est dommage de ne pas utiliser un piège sélectif. Donc là, il existe des pièges sélectifs, ils sont plus chers, donc il faut accepter d'investir. Bon, le petit Piaf, on ne l'a pas mis dedans, mais a priori, il a l'air de marcher. Moi, ce que je voudrais, c'est que sur le petit Piaf, vous fassiez des relevés précis de toutes les espèces ciblées, non cibles, etc. Et là, on pourrait éventuellement préconiser un piège de ce type-là, qui est un piège NAS, comme les pièges à grille jaune. Mais ce qu'il faut, c'est des données. Les gens nous disent le JabProd c'est bien, il est hyper sélectif. Quand c'est Jaffray qui répond à des questionnaires dans le Finistère, sur un questionnaire du muséum, son piège n'avait pas pris d'autres espèces, et quand c'est mis dans d'autres départements, il y avait plein d'espèces non cibles. Donc on se pose des questions, mais quand vous êtes juge et partie, c'est pas du tout la même chose, quoi. Donc moi, je n'ai rien contre ce piège, mais ce que je sais, c'est qu'il n'est pas efficace au printemps, et que dans toutes les régions, les gens sont très déçus parce qu'ils ne peuvent plus l'utiliser au printemps, ils l'utilisent qu'en automne. Ouais. Voilà, bonsoir à tout le monde.